Tu as déjà sûrement entendu quelqu'un dire « moi je fais du Airbnb et je gagne 3 fois le loyer normal ». Et tu as peut-être aussi entendu l'autre version de « j'ai arrêté le Airbnb, c'était clairement épuisant et franchement j'en pouvais plus ». Et sache que les deux ont raison finalement, et c'est exactement pour ça que la location courte durée divise autant. Parce que mal exécutée, c'est une vraie prison dorée. Tu gagnes beaucoup mais finalement tu ne vis plus. Et nous, notre objectif dans l'immobilier, c'est vraiment de créer des revenus et un patrimoine qui soit au service de ta liberté et pas qui t'empêche d'être libre. On va pas s'enfermer dans un système, ok? Bien exécuté avec les bons outils, les bonnes règles et la bonne stratégie, c'est vraiment une mine d'or. Un bien qui génère 2 à 3 fois plus qu'en longue durée et qui tourne finalement presque tout seul. C'est vraiment ça l'objectif quand on va chercher de la courte durée. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner le guide complet de la réglementation, la fiscalité, les plateformes, les hacks d'automatisation et surtout je vais te dire ce que je pense vraiment de la LCD en 2026 et comment je pense qu'elle va évoluer dans les prochaines années. Donc premièrement, c'est quoi la courte durée? C'est quoi la LCD? Et il y a vraiment 3 statuts importants à connaître. Premier statut, c'est le meublé de tourisme. Premier statut, le meublé de tourisme, c'est vraiment le statut de base. Le logement est loué à la nuit ou à la semaine à une clientèle de passage. La déclaration en mairie est obligatoire et la fiscalité, tu fais partie de la catégorie des BIC, donc des meublés. Statut numéro 2, c'est le meublé de tourisme classé. Donc là, ton logement est évalué est classé de 1 à 5 étoiles par un organisme qui est agréé. L'avantage majeur, c'est que ça te donne accès à la fiscalité en micro-BIC à l'abattement à 71% au lieu de 50% en meublé de tourisme classique. Seul ce classement ouvre ce droit. Et ensuite, tu as le troisième statut, le para-hôtelier. Ici, donc, il faut que tu proposes des services hôteliers, donc petit déjeuner, réception, linge de maison, nettoyage régulier à l'intérieur du séjour. La fiscalité ici, elle est différente. Donc, je te donne un exemple pour l'abattement. Si tu as des revenus en LCD annuels à 30 000 €, que tu as une tranche marginale d'imposition à 30%, le micro-BIC standard, donc c'est-à-dire si tu fais du meublé de tourisme classique, tu auras un abattement de 50%, donc une base imposable à 15 000 €. Ton impôt s'élèvera à peu près aux alentours des 7 000 € par an. Et en micro-BIC, meublé de tourisme classé, tu auras donc un abattement de 71%, donc une base imposable à 8 700 € et un impôt aux alentours donc des 4 000 €. Donc l'économie est quand même pas négligeable, presque 3 000 € par an, juste avec ce fameux classement. Donc maintenant que tu connais les cases dans lesquelles tu te mets, on va voir un petit peu les réglementations dans chaque ville et savoir comment ça fonctionne en termes de réglementation. Première règle qui est nationale, et que toutes les LCD de résidence principale est limitée à 120 nuits par an. Au-delà de ça, ton statut de résidence principale est remis en cause et donc tu peux avoir des conséquences juridiques et fiscales. Pour une résidence secondaire ou un investissement pur, pas de limite de nuit, mais les villes ont le pouvoir d'imposer indépendamment les unes des autres, des règles assez spécifiques. Quelles sont ces règles? En général, elles sont assez similaires. Elles se trouvent surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Strasbourg, Marseille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer son logement en mairie avec un numéro d'enregistrement obligatoire. Et en fait, ce numéro doit figurer sur chaque annonce dans Airbnb, Booking, etc. Ce qui permet une transparence fiscale depuis les plateformes jusqu'à l'administration fiscale française. Donc, une fois que tu as déclaré ton bien, certaines mairies demandent une autorisation de changement d'usage. Donc, la déclaration en mairie, ça c'est une chose. Il y a certaines mairies qui demandent également une autorisation de changement d'usage pour louer donc un logement autre que ta résidence principale en LCD. Certaines villes imposent aussi une compensation. Elles peuvent te demander de créer autant de mètres carrés, donc autant de surface pour de la location longue durée pour pouvoir louer en courte durée un autre bien. Si tu fais pas tout ça, tu risques en fait d'être soumis au quota de nuit sur les plateformes. Airbnb et Booking coupent automatiquement les annonces au bout de 120 nuits dans les villes qui ont imposé le seuil. Donc voici la liste des villes les plus restrictives en France. Premièrement, sans surprise, on a Paris. Paris qui demande une déclaration, un changement d'usage, une compensation. Là, le marché de la LCD, il est vraiment c'est là où c'est le plus réglementé en France. Ensuite, on a par exemple Annecy, Biarritz, La Rochelle. Il y a un quota de logement en courte durée qui est très strict. Certaines zones sont interdites. Par exemple, à Annecy, il y a carrément un tirage au sort avec ce quota.
Donc il faut s'inscrire sur la liste et si ton bien est tiré au sort, tu pourras louer pendant, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans peut-être. Et ensuite, il faudra te remettre sur la liste, etc. Donc, c'est quand même un coup de bol si tu arrives à en faire de la courte durée. Tu as aussi, par exemple, Lyon, Bordeaux, Marseille, donc qui demandent une déclaration obligatoire, un numéro d'enregistrement affiché sur les annonces et parfois même une compensation. Donc, vraiment, mon avis pour te sécuriser et pour sécuriser ton projet, c'est que premièrement, il faut que ton projet soit viable en longue durée. Parce que même si tu investis dans une ville dans laquelle aujourd'hui c'est OK, qu'il n'y a pas forcément une réglementation très stricte, etc., c'est voué à évoluer. Donc pour dormir sur tes 2 oreilles, je te conseille vraiment que ton projet soit au moins l'autofinancement en longue durée, qui te permettra donc d'utiliser ce plan B si tu as besoin et de ne pas devoir revendre en urgence. Souvent, si on vend en urgence, on perd de l'argent. Dis-moi en commentaire dans quelle ville tu veux investir et je te dirai si je connais la réglementation locale à envisager pour cette ville. Troisième partie, la fiscalité en courte durée et la TVA. Donc, tu as le régime du micro-BIC qui est standard, donc tu as un abattement forfaitaire de 50% sur ton chiffre d'affaires, donc sur ton encaissement, et ton imposition va venir être calculée sur les 50% restants. Attention, tu as un plafond à 77 000 € par an, c'est-à-dire que si tu es au-delà de 77 000 € par an, tu seras obligé d'être au réel. Ensuite, donc, tu as le micro-BIC classé, comme je disais tout à l'heure, qui te fait bénéficier d'un abattement de 71%. Ici, le plafond est plus élevé, 188 000 € par an. Donc, c'est assez... Et donc, si tu veux pas être soumis à l'abattement, donc au régime du micro, tu peux utiliser le régime du réel. Donc là, tu rentres dans le fameux LMNP ou LMP au réel. Donc ici, tu vas venir déduire vraiment tes charges réelles plus tes amortissements. Je rentre pas plus dans le sujet, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est intéressant dès que tes charges dépassent l'abattement forfaitaire, ce qui arrive assez souvent quand tu fais vraiment quand tu as des travaux, quand tu as mis vraiment des biens, des matériaux de qualité, quand ton bien vaut assez cher, etc., tu vas venir créer des gros amortissements qui seront plus intéressants que le micro, parce qu'en micro, on n'arrive jamais à être en déficit, bien sûr, alors qu'au réel, oui, surtout les premières années. Donc, pour le sujet de la TVA, ça concerne surtout les para-hôteliers, mais attention, tu peux vite tomber dans cette case. Si tu proposes au moins 3 de ces 4 services, tu deviens para-hôtelier, c'est-à-dire tu fournis un petit déjeuner, tu fournis un nettoyage à l'intérieur du séjour de tes clients, tu fournis le linge et réception de la clientèle, en sachant qu'à l'intérieur de la réception de la clientèle, il y a les boîtes à clés. Donc, il y a bien 2 services auxquels tu réponds, c'est-à-dire réception, fourniture de linge. Si tu ne proposes pas de nettoyage à l'intérieur du séjour et que tu ne proposes pas de petit déjeuner, mais bon, en l'occurrence, ça devrait être le cas, tu bascules pas en para-hôtelier. Si c'est le cas, tu collectes la TVA à 10% sur tes recettes. L'avantage, c'est que tu peux aussi la récupérer du coup sur tes achats, c'est-à-dire que tu payeras tes achats en hors taxe, mais par contre, toute la TVA que tu vas encaisser, il va falloir la retourner à l'État. Maintenant qu'on a vraiment le cadre légal et fiscal, on va parler des plateformes parce que là aussi, il y a des choix à faire. Bon, tu en as 2 qui sont vraiment très connus, Airbnb et Booking. Pour moi, c'est les 2 indispensables sur lesquels il faut que tu sois, surtout quand tu démarres. Ensuite, tu as aussi Abritel ou le fait de créer son site en direct. Tu peux créer ton site en direct quand tu as déjà un bien qui tourne assez bien, que tu es assez bien référencé sur Google, mais c'est vrai que tu perds quand même de la visibilité sur Airbnb et Booking qui sont pour moi les 2 plateformes les meilleures. Sur Airbnb, tu as à peu près 3% de commission pour l'autre et environ 15% pour le voyageur. Booking, il y a plus de charges pour l'hôte et moins de charges pour le voyageur. Tu peux être multiplateforme, pour ça il va falloir que tu utilises un channel manager, il en existe plusieurs. Dis-moi en commentaire si tu as besoin que je te détaille un petit peu ça et de savoir quel channel manager tu peux utiliser. Donc ça permet d'être sur plusieurs plateformes en même temps sans avoir de double réservation. Les calendriers sont vraiment synchronisés. 5e partie, le vrai débat, parce que la LCD, oui, il y a des avantages massifs, mais il y a aussi des inconvénients, donc on va faire un petit peu le bilan de tout ça. Premier avantage, c'est le cash flow, forcément, c'est la stratégie qui génère le plus de revenus par mètre carré, à condition que tu répondes à un besoin et que tu aies fait une bonne étude de marché. Un studio qui te rapporte 700 € en location nue peut te rapporter 1500 à 2000 € en LCD dans une ville touristique ou une ville d'affaires. Je peux te donner les chiffres d'une cliente que j'ai suivie qui a acheté un studio proche de Paris
et qui tournait déjà en Airbnb, elle a des chiffres assez impressionnants. Elle a un coût total à 125 000 €. Elle a fait un prêt sur 25 ans, donc elle a à peu près 630 € de mensualité par mois, à peu près 200 € d'autres charges. Et elle a des revenus Airbnb de 2500 € par mois. Et ce bien tourne depuis plusieurs années en courte durée, donc il y a de l'antécédent. Bien sûr, en louant 2500 € par mois sur Airbnb, elle aura plus de charges que les 200 € estimés. Ça, c'est vraiment juste la taxe foncière et l'assurance. Mais du coup, ça permet d'avoir quand même un sacré cash flow. Elle sera aux alentours des 1100 € de cash flow et un capital remboursé à la banque d'environ 6 000 € par an. Donc 6 000 tous les ans, elle rembourse 6 000 € de capital, plus tout le cash flow encaissé. Donc franchement, l'opération est très très belle. Elle a 22% de rendement net. Et ce qui est bien avec cette opération, c'est que si la réglementation venait à changer, on sait qu'on pourrait louer en longue durée et que le bien s'autofinance au moins. Donc ça, c'est vraiment un gage de sécurité quand on a une vision quand même moyen-long terme. Et c'est ce que je te conseille avec l'immobilier, bien sûr. Donc, deuxième avantage, ça va être vraiment la flexibilité. Tu bloques les dates quand tu veux. Si tu as besoin de partir en vacances, si tu as besoin d'un usage perso, etc., le bien, il reste le tien. Donc, tu peux en disposer librement si tu en as besoin. Ça, pour moi, c'est un vrai avantage. Tu gardes aussi un œil sur le bien au fur et à mesure des entrées-sorties, et même si le bien a tendance à s'abîmer un peu plus vite, tu gardes quand même la main sur l'entretien. Donc troisième avantage, voilà, ça revient à ce que je viens de dire, la valorisation par l'entretien. Le turnover fréquent le turnover fréquent force à un entretien régulier de ton bien. Et donc, les appartements sont quand même relativement dans un meilleur état que si tu avais fait une longue durée sur 5 ans et sur lequel tu dois refaire peut-être des travaux de rafraîchissement. Pour moi, le premier inconvénient, c'est vraiment la gestion chronophage. Sans automatisation, c'est vraiment un deuxième travail. Il faut répondre aux messages, faire les check-in, gestion des incidents. Voilà, ça peut rapidement te coûter 20-30 heures par mois sans système. Alors bien sûr que tu peux tout automatiser, mais au départ, tu ne peux pas automatiser dès le départ. Il faut forcément passer par cette case-là qui est assez chronophage et pourquoi pas, au fur et à mesure, optimiser ton bien et l'automatiser. C'est tout à fait possible. Inconvénient numéro 2, qui n'en est peut-être pas forcément un, c'est la saisonnalité. Les revenus peuvent forcément varier en fonction des saisons. Un bien à 1800 € par mois en août peut tomber à 600 € en janvier. Et donc, il faut bien veiller à anticiper la vacance locative pour le paiement des charges et pour s'y retrouver à la fin de l'année. Bien que, pour moi, maintenant, la vision de la courte durée, c'est vraiment de faire des choses. Si tu fais des biens, de la LCD à thème, tu seras moins sujet à cette saisonnalité. Troisième inconvénient, ça peut être l'usure et les dégradations. Donc, plus de passages, plus d'usure. Prévois un entretien quand même de 5 à 10% de tes revenus annuels. Je pense que c'est une bonne marge de sécurité pour remettre à jour à chaque fois ton logement. Et quatrième inconvénient, qui est pour moi le plus lourd, c'est vraiment l'instabilité au niveau de la réglementation. On voit bien que les lois changent très vite. Ce qui était légal hier peut être restreint demain. Donc la stratégie de LCD, c'est bien, mais c'est quand même à surveiller d'assez près, surtout dans les zones tendues ou qui peuvent être tendues dans les prochaines années. Donc pour moi, la LCD sans système, c'est vraiment comme si tu devais gérer un restaurant à toi tout seul. Tu fais la cuisine, tu sers les tables, tu fais la caisse, tu nettoies. C'est ok, tu gagnes bien, mais franchement, tu n'as plus de vie. Et la solution, c'est vraiment d'embaucher et d'automatiser. Donc ce qui m'amène à la sixième partie, quels sont les outils à utiliser pour automatiser son bien? Donc premièrement, ça va être de mettre en place une messagerie automatique. Donc premièrement, ça va être vraiment de mettre en place une messagerie automatique, donc pour ne pas répondre justement manuellement à chaque voyageur qui prendrait peut-être 1 heure par jour. Tu as un outil qui s'appelle Smart BNB qui permet d'automatiser 80% des messages de confirmation, instruction d'arrivée, rappel, remerciements, etc. Tu as un gain de temps qui est quand même assez considérable là-dessus. Deuxième chose, donc c'est vraiment le check-in automatique. Ça, c'est vraiment le truc de base, boîte à code, où tu mets les clés à l'intérieur, ou bien serrure connectée. Le voyageur reçoit un code unique à son arrivée, 0 clé à remettre, 0 présence requise. Le coût, il est à peu près de 150 ou 300 € une fois. Et c'est amorti direct, quoi. Donc le gain de temps, pour moi, ça c'est vraiment un indispensable. Troisième niveau, donc le ménage. Je te déconseille, s'il te plaît, de faire le ménage toi-même. Externalise le ménage.
trouve une ou deux prestataires de confiance, tu les formes et tu automatises, tu les formes vraiment sur les outils de planning et comme ça, ils seront autonomes dans la gestion du nettoyage. Ça pour moi c'est vraiment un indispensable quand on se lance dans un projet LCD, c'est d'avoir un prestataire de ménage. Souvent on voit aujourd'hui des Airbnb à thème dans des coins vraiment paumés et la grosse problématique qui se pose c'est de trouver un prestataire ménage parce qu'il y a peu de personnes et donc forcément peu de potentielles femmes ou hommes de ménage qui peuvent intervenir dans ton bien. Donc fais attention à ça si tu investis dans des zones vraiment paumées, quoi. Quatrième chose, c'est le channel manager. Tu synchronises toutes les plateformes en temps réel. Donc, le budget il est à peu près de 30 à 100 € par mois environ. Et pour moi, c'est indispensable dès que tu as plus de 2 plateformes, rien que pour synchroniser les plannings, c'est hyper important. Et enfin, cinquième chose à mettre en place, c'est vraiment le pricing automatique. Ça, les channel managers, ils le proposent en général, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre à jour tes prix en fonction des saisons, c'est vraiment automatique en fonction de la demande, de l'offre et de ce que font tes concurrents. Donc ces outils ajustent automatiquement tes tarifs en fonction de la demande locale, des événements, des concurrents, etc. Résultat, tu peux avoir plus 15 à plus 30% de revenus sur l'année sans effort supplémentaire. Donc maintenant on sait comment faire de la LCD, donc là on sait comment faire de la LCD, mais maintenant on va voir comment la lancer étape par étape. Donc, 7e partie, comment démarrer sa LCD concrètement, les étapes les unes après les autres. Première étape, vérifier la réglementation locale. Deuxième étape, déclarer en mairie et obtenir son numéro d'enregistrement, bien sûr. Troisième étape, choisir son régime fiscal, donc micro-BIC ou réel. Quatrième étape, aménager et équiper le logement selon les standards de la plateforme visée, selon tes concurrents. Je te conseille de faire toujours mieux que tes concurrents, surtout si tu as un Airbnb classique. Les photos professionnelles, bien sûr, c'est obligatoire. 6e étape, installer la serrure connectée ou alors la boîte à clés. 7e étape, activer le pricing dynamique dès les premières semaines avec ton channel manager. Et enfin, 8e étape, analyser les premiers résultats entre 30 et 90 jours, ajuster les prix, les photos, la description si nécessaire, etc. etc. Après, tu auras toujours des trucs à ajuster au fur et à mesure. Donc 8e partie, quelle stratégie LCD pour les années à venir? Ce que je pense vraiment. Selon moi, la LCD est vraiment sous pression. Les restrictions se multiplient partout, que ce soit en France, mais même dans les pays voisins. Pour moi, c'est une stratégie qui reste quand même assez instable. C'est pour ça que je t'invite absolument à faire toujours tes calculs en longue durée, tes calculs de rentabilité, tes calculs de cash flow en longue durée. Et il faut vraiment que la courte durée soit un plus. Donc, si on met ça de côté, je pense que la courte durée, ça peut vraiment être un gros levier pour toi pour faire du cash flow, ça c'est sûr. Mais qui dit plus de cash flow et donc plus de rentabilité, dit aussi plus de risques, plus de choses à mettre en place, un peu plus de charge mentale en tout cas au départ. Donc les deux vont ensemble. En fait, tu pourras jamais avoir un très gros rendement sans avoir le risque qui va avec. Donc la question c'est, est-ce que toi tu es prêt à encaisser ce risque? Il y a certains marchés de LCD qui résistent encore et donc il y a encore certains marchés dans les villes qui résistent à la LCD comme Lille, Nantes, Lyon et Toulouse. Donc tu as des villes universitaires comme Lille, Nantes, Toulouse sur lesquelles la réglementation est quand même assez souple et il y a quand même de la demande toute l'année, il n'y a pas trop de saisonnalité et les loyers sont assez stables. Tu as aussi la demande des voyageurs pro, donc ceux qui sont en déplacement pour des longues durées, des hôtes réguliers, etc. Là, la LCD reste quand même très rentable et moins fragile que si tu mises tout sur le tourisme. Donc voilà, je voulais te parler de la courte durée, ça peut être vraiment une stratégie ultra puissante pour ton patrimoine immobilier, mais je te recommande de faire attention, de bien te renseigner sur la réglementation de la ville dans laquelle tu veux investir. Donc dis-moi si tu es plutôt team courte durée ou longue durée, et sinon je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.